Alors, salam alaikum, marhaba bikoum, il y a déjà 40 participants. On va attendre un peu le temps que les autres rentrent aussi. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Alors, écrivez-moi envoyez-moi des messages comme ça pour que je puisse savoir est-ce que vous arrivez à m'entendre ou pas. Très bien. Alors aussi, donc, marhaba bikoum, tout le monde. Je suis docteur Mahma Salma. Je suis maître assistante en ophtalmologie et ancienne responsable du module d'ophtalmologie à Bio, à Bablouat. Actuellement, je suis dans le secteur privé, d'accord? Mais j'aime bien enseigner et je continuerai, Inch'Allah, à enseigner, d'accord? Donc, pour cette période, j'ai choisi de faire des séances de travail des QCM pour la révision de votre examen. En principe, vous avez fait la plupart des cours. C'est à la troisième semaine. Donc, vous avez fait l'anatomie de l'œil, vous avez fait les vis de réfraction, l'œil rouge, les urgences, les glaucomes, le glaucome aigu, le glaucome chronique, le glaucome congénital, œil et maladie générale, les traumatismes oculaires, les troubles de l'oculomotricité, le trachome. D'accord? Donc, on ne va pas faire des cours parce que j'ai déjà sur ma chaîne YouTube une série de cours magistraux que j'ai enregistrés pour vous. Donc, vous pouvez toujours les revoir et me poser des questions par rapport à ça. D'accord? Les commentaires. Maintenant, je vais essayer surtout de répondre à vos questions. Premièrement, il y a des gens qui m'ont envoyé par rapport aux Écosses. Quelles sont les questions fréquentes? Donc, vous êtes déjà habitué aux Écosses pour les autres modules. Mais en tant que responsable de module, quelles sont les questions fréquentes qu'on a l'habitude de poser pour les étudiants, l'examen pratique? C'est des questions simples. Les questions les plus fréquentes. Premièrement, on se base surtout pour les questions, pour les questions, c'est-à-dire les urgences, surtout en ophtalmologie, quelque chose qu'un externe ou un médecin généraliste doit connaître en ophtalmologie. Vous n'êtes pas censé en fait connaître les détails, mais par exemple, en tant que médecin généraliste, vous devez au moins éliminer l'urgence en ophtalmologie. Quand vous recevez un œil rouge, par exemple, il faut savoir quand est-ce que c'est urgent, quand est-ce que je peux moi traiter comme médecin généraliste, quand est-ce qu'il faudra envoyer immédiatement aux urgences d'ophtalmologie, quand est-ce qu'il faudra envoyer en consultation. Par exemple, si on pose la question, quelles sont les questions que j'ai l'habitude de poser aux étudiants, par exemple, alors donnez-moi, par exemple, les étiologies d'un œil rouge avec douleur. Alors, vous devez les connaître. Si un malade il vient avec une rougeur et une douleur, il faut connaître les étiologies qui sont la kératite. La cornée, c'est un organe innervé, donc il faut connaître au moins les pathologies de la cornée, la kératite qui fait mal, l'uvite, d'accord? L'uvite, c'est une inflammation, l'uvite antérieure, c'est une inflammation du segment antérieur aussi qui s'accompagne d'une douleur, et le glaucome par fermeture de l'angle. Alors, on a les trois principales étiologies de l'œil rouge avec douleur. D'accord? Donc, l'étudiant, déjà, quand il répond à ça, je sais qu'il sait que c'est quoi un œil rouge douloureux. Une deuxième question, par exemple, il faut connaître un peu l'anatomie de l'œil. D'accord? Donc, je vais montrer comme ça. Si je vous pose la question, quelles sont les structures du segment antérieur de l'œil? Ça, c'est l'œil. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Alors, dites-moi juste en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que l'image est claire? Alors, vous arrivez à m'entendre? C'est bon? Très bien, parfait. Donc là, c'est l'œil. D'accord? Vous voyez là la sclère. La sclère, elle est recouverte d'une conjonctive qui s'appelle la conjonctive bulbaire. Il y a aussi la conjonctive palpébrale. Quand vous éversez la paupière supérieure ou inférieure, aussi c'est recouvert à l'intérieur par une conjonctive qui s'appelle la conjonctive palpébrale. Là, la conjonctive qui recouvre la sclère, c'est la conjonctive bulbaire. D'accord? Ça, c'est la cornée. D'accord? Et là, vous trouvez les muscles oculomoteurs. On a quatre muscles oculomoteurs droits, le droit supérieur, le droit inférieur, le droit latéral et le droit médial. D'accord? Et on a deux muscles obliques. D'accord? Là, vous pouvez voir, Naya, c'est l'insertion de l'oblique supérieur qui passe sous le droit supérieur. Et là, vous avez l'oblique inférieur, d'accord, qui passe sous le droit inférieur. D'accord? Quatre muscles. Allez, c'est une question écosse. Alors, citez-moi les muscles oculomoteurs. Donc, on a quatre muscles droits et on a deux muscles obliques. OK? Maintenant, quelles sont les structures du segment antérieur? Il faut savoir que l'œil fait un segment antérieur ou fait un segment postérieur. Là, c'est le segment postérieur.
l'œil هكذا fait le segment antérieur et fait le segment postérieur. Le segment antérieur, la limite là, c'est le cristallin. D'accord? Vous avez la cornée. Quand on enlève la cornée, il y a l'iris. D'accord? L'iris aussi, ça fait partie de l'UV. L'UV, c'est le tissu vasculaire de l'œil. Fait l'iris. D'accord? Fait le corps ciliaire. Ah oui, comme le corps ciliaire. Le corps ciliaire. Et après, il y a la choroïde. La choroïde, j'ai entre la rétine et la sclère. Tout ça, c'est l'UV. C'est pour ça qu'on parle du vide antérieur. C'est l'inflammation de l'iris, surtout, d'accord, et du corps ciliaire. Ça, c'est une vide antérieure. Derrière l'iris, il y a le cristallin. D'accord, هذا, c'est le cristallin. Et après, هنايا, ça, c'est le segment antérieur. هنايا يحبس le segment antérieur. Le segment antérieur où je fais le cristallin, fait la chambre postérieure qui est entre l'iris et le cristallin. D'accord? Ça s'appelle la chambre postérieure. Donc, l'humeur aqueuse, elle est sécrétée au niveau du corps ciliaire. Non. Elle est sécrétée au niveau du corps ciliaire. Ça passe à travers la chambre postérieure. Il y a une coupure, désolé. Alors, on reprend, ça va? Tout le monde est là? Oui, on reprend. Très bien, on reprend. Il y a eu un petit problème de connexion. On reprend les structures du segment antérieur. D'accord? Donc, on a la cornée, on a la chambre. Alors là, c'est la cornée. Après, la chambre antérieure, c'est entre l'iris. Vous pouvez désactiver votre mic, s'il vous plaît, sauf si vous avez une question, vous pouvez la poser. Désactivez juste le son pour qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, les structures des segments antérieurs, on a la cornée, on a la chambre antérieure qui est entre l'iris et la cornée, on a l'angle iridocornéen. D'accord? L'angle entre l'iris et la cornée, ça forme une structure très importante qui s'appelle le trabéculum. Parce que l'humeur aqueuse, elle est sécrétée au niveau du corps ciliaire. En bas, ça passe dans la chambre postérieure qui est entre l'iris et le cristallin. On va à travers la pupille vers la chambre antérieure. La chambre antérieure, elle est entre la cornée et l'iris pour sortir de l'œil à travers le trabéculum. J'ai entre l'angle entre la cornée et l'iris. OK? C'est comme ça que ça sort, l'humain sécrété au niveau du corps ciliaire, en bas de la chambre postérieure, la pupille, la chambre antérieure, puis vers l'angle, puis vers les vaisseaux. Il y a le canal de Schlein qui est un vaisseau qui a une structure vasculaire sur 360 degrés comme ça, en bas de les canaux collecteurs vers la vascularisation conjonctivale et la vascularisation systémique. Et c'est pour ça, quand il y a un obstacle au niveau de l'angle iridocornéen, que ce soit anatomique ou la fonctionnelle, l'angle, là, le trabéculum n'est pas fonctionnel. Anatomiquement, il y a une fermeture. Là, fonctionnellement, c'est-à-dire il ne fait pas son travail de filtration et de drainage. Il y a un blocage de l'humeur aqueuse et ça va causer une hypertonie oculaire. Le tonus, là, le globe oculaire, il zète. OK? Voilà. Donc, هادو les structures du segment antérieur. C'est comme l'Écosse. Quelles sont les structures du segment antérieur? Vous allez dire conjonctive, sclère, cornée, chambre antérieure, iris, chambre postérieure et cristallin. Là, c'est le segment antérieur. Après, le segment postérieur, on va enlever tout ça pour parler du segment postérieur. Le segment postérieur où je fais le vitré. Le corps vitré, hada, c'est un gel qui s'appelle le corps vitré. Après, vous avez la rétine. Allez, la partie orange, c'est la rétine. OK? Et vous avez le nerf optique. Le nerf optique, il est formé de fibres optiques qui vont venir de toute la rétine. La rétine fait à plusieurs couches. Il y a des couches. La couche des photorécepteurs, l'épithélium pigmentaire, les photorécepteurs, après plusieurs couches, jusqu'à arriver à la couche superficielle qui est la couche des fibres optiques. Les fibres optiques donc, vont partir vers le nerf optique pour transmettre le message vers le cerveau. OK? Et le centre de la rétine, il est là, ça s'appelle la macula. La macula, c'est le centre, vraiment le centre qui est responsable de la précision de la vision, d'accord? Qui s'appelle la macula. Il y a aussi les vaisseaux, qui est l'artère centrale de la rétine et la veine centrale de la rétine. Ça va donner des branches temporales, nasales, supérieures, inférieures, puis des ramifications, d'accord? Des capillaires. Après, ça va partir vers les veines, la veine centrale de la rétine et ça passe avec le nerf optique aussi. Ah, là, c'est un petit rappel anatomique et un peu physiologique. Si on compare par exemple les causes, quels sont les différents vices réfractifs de l'œil?
D'accord? L'œil hada, il faut savoir que c'est une dioptre. D'accord? Donc, c'est comme un appareil photo, ça va focaliser la lumière sur la macula, le centre de la rétine. Les deux structures dioptriques importantes de l'œil, qui est la cornée, elle est responsable de 2 tiers de, de la réfraction, du pouvoir réfractif, auquel le cristallin qui est responsable de 1 tiers du pouvoir réfractif. D'accord? La cornée ou le cristallin. Hado, les deux dioptres importants de l'œil. Et maintenant, c'est que je m'entends les vis réfractives. Un œil normal, sans pas de problème, normalement, il est censé focaliser la lumière, qui dit la lumière هكذا, vers la macula. D'accord? La réfraction, je m'entends modifier le trajet de la lumière. Quand ça passe comme ça, déjà la cornée, elle va modifier le trajet de la lumière comme ça, et après le cristallin vers la macula. C'est ça le pouvoir réfractif. Dans certains cas, quand l'œil il est myope ou la hypermétrope ou la astigmate, la lumière m'approche directement vers la macula. D'accord? Elle sera focalisée soit en avant, soit derrière, d'accord? Ou là, dans différents endroits, ça s'appelle l'astigmatisme. L'astigmatisme, en général, il est cornéen. D'accord? C'est un défaut, on va dire, de la courbure cornéenne, qui fait, au lieu d'avoir une focale, on va avoir deux. Ah, là, c'est un défaut de courbure de la cornée, surtout l'astigmatisme. La myopie en général, la myopie, il y a plusieurs types de myopie, mais la myopie la plus connue, c'est la myopie axiale. D'accord? La myopie axiale, à la longueur axiale de l'œil تزيد. Les gens myopes ont une longueur axiale de l'œil, d'accord, qui est augmentée par rapport à un œil normal. Ce qui fait que la cornée, elle va focaliser la lumière en avant. Pas sur la macula. Et ça, c'est ça la myopie. C'est ça le premier vice réfractif qui s'appelle la myopie. L'hypermétrope, lui, c'est le contraire. L'œil, il est un peu réduit, d'accord? Donc la cornée, elle va focaliser, et la cornée et le cristallin vont focaliser la lumière derrière le globe. Ok, ça, c'est l'hypermétropie. Et l'astigmatisme, vous connaissez. Maintenant, c'est quoi la presbytie? La presbytie, c'est un phénomène un peu physiologique. Voilà. Le cristallin, c'est vrai qu'il est un responsable d'un tiers du pouvoir réfractif de l'œil, mais sa réfraction, ça change. Le cristallin, il a une capacité, c'est-à-dire il a la capacité de changer sa réfraction. À travers quoi? L'accommodation. Parce qu'il est lié au muscle. On revient vers le corps ciliaire. Le corps ciliaire a deux rôles. Premièrement, c'est la sécrétion de l'humeur aqueuse de l'œil. Et deuxièmement, un muscle qui est responsable de la réfraction. D'accord? L'accommodation, pardon, qui est responsable de l'accommodation. Le corps ciliaire, il va être lié au cristallin à travers une zonule, des fibres zonulaires. D'accord? Et la contraction du muscle ciliaire va être transmise vers le cristallin. Donc, le cristallin, il va changer sa réfraction à travers le changement de sa forme. Il va devenir plus globuleux comme ça. Quand il devient plus globuleux, il va avoir plus de pouvoir réfractif. Et c'est ça la réfraction pour la vision de près. Là, quand on est jeune comme ça, quand on voit de loin, et après, quand on voit de près, on voit très bien. D'accord? Grâce au cristallin, à l'accommodation du cristallin. Quand on voit de près, le cristallin il va changer sa forme à travers les forces et le corps ciliaire. Ok? Il va changer sa forme, il va devenir plus réfractif pour que l'image de près elle tombe aussi sur la macula. C'est ça la réfraction, c'est l'accommodation. Après l'âge de 40 ans, 45 ans en général, on perd ce pouvoir d'accommodation, d'accord? Parce que le muscle ciliaire ne va plus jouer son rôle. Et c'est ça ce qu'on appelle la presbytie. Donc l'œil hada, il va devenir mieux. Donc le cristallin, il va plus changer sa forme et la lumière, elle va tomber derrière. Donc c'est comme une hypermétropie qui est liée à l'âge. OK. C'est ça la presbytie. Donc les quatre vices réfractifs, on a la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. Allez, vous devez connaître. ما تكاش منها ديروا un stage d'ophtalmologie et vous connaissez pas ces notions d'anatomie, de réfraction, les urgences aussi d'ophtalmologie. Quand vous recevez par exemple une plaie, par exemple, vous êtes médecin généraliste quelque part, par exemple, et vous recevez un patient qui a un traumatisme oculaire ouvert, c'est-à-dire une plaie de cornée ou là, une plaie sclérale. Qu'est-ce qu'il faudra faire en urgence? Il ne faut pas leur dire non, c'est rien, vous devez un ophtalmo le lendemain. Il faut l'envoyer en urgence. La présente, c'est comme une question, c'est quoi votre conduite à tenir devant un traumatisme oculaire ouvert?
D'accord. Donc, premièrement, il faut qu'il consulte en urgence chez l'ophtalmologiste. Il faut qu'il soit hospitalisé. On fait un bilan préopératoire. Le patient doit rester à jeun. On commence une antibiothérapie par voie générale. Par voie topique, non. Il faut rien mettre à l'intérieur de l'œil tant que c'est ouvert. Avant de suturer la plaie, il ne faut pas mettre de traitement topique, c'est-à-dire de ce forme de goutte. Deuxième des choses, quel est l'examen complémentaire à faire en urgence? Il y a des gens qui disent l'écho B. Non, c'est pas l'échographie à mode B parce que l'échographie mode B, on va appuyer un peu sur le globe. Donc, regardez, c'est une erreur. L'examen complémentaire à faire devant un traumatisme oculaire ouvert, c'est la TDA. Avec ça, pourquoi? À la recherche d'un corps étranger intraoculaire, métallique surtout. Il ne faut pas faire d'IRM, surtout si on suspecte un corps étranger métallique. Donc, quand on fait le scanner et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de corps étranger intraoculaire, il faudra admettre le patient en urgence au bloc pour séturer la plaie cornéenne ou sclérale. D'accord, c'est ça la conduite à tenir devant un traumatisme. Autre question aussi par rapport aux urgences, c'est les brûlures. On pose des questions par rapport aux brûlures chimiques. Si vous recevez quelqu'un qui a eu, par exemple, l'eau de Javel ou l'esprit de sel dans les yeux, qu'est-ce qu'il faudra faire en urgence? Donc, le mot-clé, c'est quoi? C'est le lavage, lavage, lavage pendant 30 minutes avec du sérum physiologique. Ça, aux urgences. Sinon, si vous êtes loin des urgences, à la maison, par exemple, il faut laver avec de l'eau. D'accord? L'idéal, c'est l'eau, le sérum salé, bien sûr, le sérum physiologique. Sinon, il faut laver avec de l'eau. C'est ça. C'est pour éliminer, en fait, parce que c'est la brûlure, elle est faite avec un agent basique. L'agent basique, quand il reste au niveau du cul-de-sac, ça va entraîner des dégâts même ultérieurement, même le lendemain et tout. Donc, le but du lavage, c'est d'éliminer avec le produit chimique à l'intérieur des cul-de-sac. Alors, le radio, c'est la TDA. La radiothérapie, les radios et tout, radio, c'est dépassé. Les clichés radiologiques, c'est un peu dépassé. Maintenant, on fait la TDM. OK? Quoi d'autre? Alors, ils disent radio standard avant TDM. Les cours un peu, c'est un peu ancien, mais maintenant, je vous parle sur le plan pratique. D'accord? Les questions, tu as les Écosses. Oui, on accepte aussi une radio standard comme réponse, mais l'idéal, c'est de dire, de dire, pardon, une TDM. OK? Est-ce que la brûlure oculaire contre-indique les collyres? Non, non, pas du tout. Mais le premier geste à faire, c'est le lavage. Pendant 30 minutes, abondamment, il faut laver surtout les cul-de-sac. Machine, un lavage comme ça au khlas. Il faut bien ouvrir les deux yeux, d'accord? L'œil enfin atteint et laver au niveau du cul-de-sac inférieur et cul-de-sac supérieur. Et idéalement, si on a des bandelettes de pH, on va mettre jusqu'à avoir un pH normal. OK? Alors, antibiothérapie générale ou locale, on est en cas de brûlure. On donne une antibiothérapie locale. Et on donne selon le... Il faut, bien sûr, il y a une sadification, il y a un classement des brûlures selon l'atteinte du limbe, selon l'atteinte de la conjonctive et du limbe. Ça s'appelle la classification de Chouara. Donc, AD, l'utilise pour stadifier l'atteinte. Et quand il y a, par exemple, une nécrose étendue, ça signe un mauvais pronostic. D'accord? Maintenant, l'hyperémie conjonctivale, au contraire, quand il y a une hyperémie conjonctivale, c'est un bon pronostic. Mais quand vous examinez autour de la cornée et que vous trouvez que c'est opaque, il n'y a pas de vaisseau du tout, ça, c'est signe une ischémie limbique et c'est de mauvais pronostics. Voilà. Donc, le traitement, le collyre qu'on donne après la brûlure, en général, on donne des corticoïdes et on donne des antibiotiques sous forme de collyre et de pommade. Mais le plus important, c'est le lavage. Comment peut-on rechercher une plaie sclérale sous une hémorragie conjonctivale? Ça, c'est une question importante. Les traumatismes oculaires, vous pouvez avoir une hémorragie sous-conjonctivale, soit localisée ou diffuse. Surtout quand c'est diffus comme ça, qu'on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a une plaie ou pas. Donc, il y a deux signes qui signent il y a une plaie perforante. Premièrement, c'est le tonus oculaire. On prend le tonus au palpébé digital comme ça et on compare doucement, bien sûr. S'il y a une plaie, vous pouvez faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de l'œil. Doucement, vous faites un palpé comme ça pour comparer le tonus des deux yeux. En général, quand c'est normal, le tonus, il n'y a pas de plaie. Voilà, premièrement. Deuxièmement, on fait un examen au verre à trois miroirs. On dilate bien le patient et on place le verre à trois miroirs et on regarde on examine la rétine on regarde cette plaie. Est-ce qu'il y a une hémorragie ou pas? D'accord? C'est avec ces deux signaux qu'on pourra savoir est-ce qu'il y a une plaie. Sinon, aux urgences, on met une goutte d'anesthésique, on prend une pince et on essaie de mobiliser un peu la conjonctive
surtout quand l'hémorragie elle est localisée, de mobiliser un peu la conjonctive sur la sclère et voir est-ce qu'il y a une plaie sous-jacente. D'accord? Voilà, regardez en général les questions qu'on pose en matière d'urgence et de traumatisme oculaire. On pose aussi des questions par rapport aux vices de réfraction, quelles sont les structures de l'œil. Question importante aussi, devant un œil rouge ou un ulcère de cornée, une chose importante à faire, c'est déverser la paupière à la recherche d'un corps étranger palpébral. D'accord? Ça, c'est une question importante. Alors, c'est écrit, Your Internet connection is unstable. Est-ce que vous arrivez à m'entendre toujours? Parce que j'ai un problème de connexion devant l'installation aiguë d'un larmoiement et d'une rougeur. D'accord? Quand le patient il vient aux urgences, il vous dit subitement j'ai l'œil rouge, ça me fait mal et il y a un larmoiement. C'est-à-dire probablement qu'il y a un corps étranger sous-palpébral qui est en train de frotter contre la cornée. La cornée, c'est un organe noble. La cornée, c'est un organe noble au niveau de l'œil ou le nerf optique. Donc, quand il y a une petite atteinte de la cornée, il y a un larmoiement réflexe. On appelle ça un larmoiement réflexe. C'est pour essayer d'éliminer le corps étranger. Donc, allez, il ne faut pas oublier, verser la paupière devant un ulcère de cornée. C'est une question qu'on peut poser. Devant un ulcère de cornée, qu'est-ce qu'il faudra faire en urgence? Je parlais de quoi aussi? C'est quoi la différence entre un GFA, un glaucome par fermeture de l'angle, et une uvite? Comment vous faites les yeux un œil rouge avec douleur, une baisse de l'acuité visuelle? Alors, comment faire la différence? Vous allez me dire le tonus oculaire. Le GFA fait une hypertonie oculaire, l'uvite aussi peut s'accompagner avec une hypertonie oculaire. Ça existe, les uvites hypertensives. Alors, qui a causé le corps étranger qui a causé l'ulcération. Oui, c'est le corps étranger sous-palpébral qui peut causer l'ulcère de cornée. Une lentille à trois. Après, je vais essayer de répondre à tout ça. Je vais continuer juste dans ce sens, le GAFA et le vide. Le GAFA, un signe important, c'est quoi? C'est la semi-mydriase aréflexique. Si vous, faites un examen du réflexe photomoteur avec une lampe torche, vous allez trouver que la pupille elle est bloquée en semi-mydriase. Il n'y a pas de réflexe photomoteur. J'ai un sujet normal. Quand on projette la lumière, il y a un myosis, réflexe. D'accord? Et à l'état normal, la pupille, elle est, on va dire, en semi-mydriase. Mais quand on fait la lumière, le cas d'un GFA, c'est aréflexique. Il y a pas, ça ne réagit pas parce que c'est bloqué, la pupille. Il faut le mécanisme du GFA. GFA, il y a un blocage pupillaire du fait de la prédisposition anatomique. L'œil, il est petit. Quand il y a un blocage de la pupille contre le cristallin, il n'y a plus du aqueuse qui passe à travers la pupille. D'accord? Il n'y a plus du aqueuse qui passe. Et le aqueuse, elle va s'accumuler derrière l'iris. S'accumuler et pousser la base de l'iris vers la cornée et ça va fermer l'angle. C'est ça le mécanisme physiologique de la fermeture de l'angle, le glaucome à fermeture de l'angle. Et dans l'uvite, par contre, il y a un myosis, parce qu'en général, l'inflammation entraîne des synéchies. Des synéchies, mais il y a des adhérences entre l'iris et le cristallin derrière. Donc, quand vous examinez le patient avec une lampe torche, vous allez trouver un myosis en cas d'uvite et une semi-mydriase en cas d'un glaucome par fermeture de l'angle. Je vais essayer de répondre un peu à vos questions. Alors, c'est quoi le traumatisme? C'est bon, j'ai répondu à cette question. Alors, la TDM, c'est le premier examen à faire devant la suspicion d'un corps étranger intraoculaire. Les brûlures oculaires, voilà, c'est bon. L'échographie, l'écho B, c'est l'examen de choix dans les traumatismes à globe fermé. Oui, on peut dire oui. Quand le globe est fermé, on fait l'écho B. En fait, l'échographie, un mode B, l'intérêt de ça, c'est quand on n'a pas accès à l'examen du fond d'œil. Quand on ne peut pas examiner le fond d'œil, par exemple, à cause d'une hémorragie intravitréenne, à cause d'une cataracte dense, on fait l'échographie pour avoir une idée sur les structures du segment postérieur. Est-ce qu'il y a un décollement de rétine derrière? Est-ce qu'il y a une hémorragie parce que le vitré, il devient très échogène, parce qu'il y a du sang à l'intérieur? Donc, l'intérêt de l'écho B, c'est quand on n'a pas l'accès clinique au fond d'œil. C'est tout, l'écho B, c'est l'examen. Antibiotique général ou local, en cas de brûlure, on a dit que c'est local. Est-ce qu'on peut rechercher une plaie sclérale sous une hémorragie conjonctivale? On a déjà répondu à ça. Les structures du segment antérieur. Oui, le corps étranger peut entraîner une ulcération cornéenne. La lentille à trois verres, c'est la gonioscopie. Alors, je vais montrer le verre à trois miroirs. Là, vous allez comprendre c'est quoi cet examen. Ah, là, c'est un verre à trois miroirs. OK? Donc, au centre, on a au centre.
on voit le fond d'œil, on voit ce qu'on voit avec cette lentille, c'est la même chose. Et vous pouvez voir qu'il y a trois miroirs. Il y a un verre trapézoïde, rectangulaire et semi-lunaire. C'est pour ça que ça s'appelle un verre à trois miroirs. Le verre trapézoïde, c'est un miroir, pardon, un miroir. On examine avec ça la rétine moyenne, la moyenne périphérique. C'est comme un miroir qui va donner l'image de ce qui est en face. D'accord? Donc, la rétine qui est en face, la moyenne périphérie. Le verre radar rectangulaire, ça donne une idée sur l'extra-périphérie de la rétine. Et le verre semi-lunaire radar, c'est ça, avec ça qu'on examine l'angle iridocornéen. C'est ça, dit la gonioscopie. Il faut savoir que la gonioscopie, on peut faire avec un verre spécial de gonioscopie, ferrer le verre radar. On fait les trois miroirs, pardon. C'est un miroir de gonioscopie. Quand on dit verre à trois miroirs, oui, on peut examiner l'angle ou la gonioscopie avec le verre à trois miroirs tant qu'on a le miroir spécial pour la gonioscopie. Et on a un verre spécial où il fait quatre miroirs comme ça. Un, deux, trois, quatre. Quand on le pose comme ça, on peut avoir l'angle sur 360 degrés à l'aide de quatre miroirs de gonioscopie. C'est bon? Quoi d'autre? Myosis mydrias. Très bien, c'est la différence entre uvite et GFA. Le réflexe photomoteur. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est une question? On a des signes inflammatoires dans l'uvite, signes de Tyndall. Oui, effectivement, même dans le GFA, on peut avoir un Tyndall. On peut avoir, c'est pas aussi important comme l'uvite, mais on peut avoir. Mais le signe qui vraiment fait la différence, c'est le réflexe photomoteur, c'est le myosis et la semi-mydriase. Parce que certaines uvites sont hypertensives avec une hypertonie, un œdème de cornée, auquel un GFA avec des signes inflammatoires. OK? Si on donne des cycloplégiques pour un but antalgique, ça risque pas de provoquer, aggraver une hypertonie oculaire lors d'un traumatisme. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que quand on donne des cycloplégiques, ça provoque une hypertonie oculaire? Il faut savoir que c'est vrai, la crise de GFA, de glaucome par fermeture de l'angle, le facteur déclenchant le plus fréquent, c'est un patient qui part hypermétrope, c'est une femme hypermétrope qui a, par exemple, plus 4 d'hypermétropie, elle a 50 ans dans sa cinquantaine, c'est bon, parce que les facteurs de risque, il y a le sexe féminin, il y a l'âge, avec l'âge, il y a le risque augmente. Il y a l'hypermétropie, d'accord? Donc ça, c'est des risques, des facteurs de risque du GFA. Quand on dilate ces patients-là, quand on fait l'examen du fond d'œil, c'est à ce moment-là où il sera le blocage pupillaire, parce qu'il y a une prédisposition anatomique. OK? C'est magique, toute personne où une dilatation risque de faire un glaucome par fermeture de l'angle. Il faut juste faire attention par rapport à ces patients hypermétropes, des femmes hypermétropes, les quarantaines, cinquantaines, il faut faire attention. OK? Et pour la race, c'est plus fréquent chez les personnes asiatiques, contrairement au glaucome à angle ouvert, c'est fréquent en Afrique, la race africaine. OK? S'il vous plaît, répétez le mécanisme du GFA. Alors oui, je vais répéter, il n'y a aucun souci. Alors, alors là, je vais mettre, ça c'est le gel vitréen, ça c'est le cristallin, ça c'est l'iris. Regardez, c'est la cornée. Elle est où la cornée? Et là, c'est la cornée. D'accord, donc lui, c'est le GFA. L'œil, il est réduit. Il est vraiment de structure réduite, un œil hypermétral. Donc, quand on dilate la pupille, هذا c'est l'iris. Quand on met des gouttes, ça va dilater la pupille. Ça se dilate. Comme l'œil il est réduit, le cristallin est de volume un peu important par rapport au volume de l'œil, il sera un blocage de la pupille contre l'iris. Vraiment un blocage. Il y aura une adhérence entre la pupille et l'iris. Ça se bloque contre le cristallin. Donc, l'humaraqueuse, on a dit la physiologie, l'humaraqueuse, elle est sécrétée au niveau du corps ciliaire. Ça passe à travers la pupille vers la chambre antérieure. Mais qui connaît un blocage entre l'iris et le cristallin? L'humaraqueuse va s'accumuler dans la chambre postérieure. Derrière l'iris, ça passe plus à travers la pupille. La pupille, elle est bloquée contre le cristallin. Il n'y a plus de passage de l'humaraqueuse. Donc, l'humaraqueuse va s'accumuler derrière l'iris, la chambre postérieure. Ça s'accumule et ça va pousser l'iris contre la cornée. Où il sera un blocage. L'ongle iridocornien, il est fermé.
Donc, il n'y a plus de sortie de l'humeur aqueuse et ça va entraîner une hypertonie très, très importante. Des fois, l'hypertonie est 60 et 80 millimètres de mercure. C'est l'extrême urgence en ophtalmologie. Donc, le patient, il va venir aux urgences avec une douleur extrême. Il va des fois avoir des signes gastriques, donc des nausées, des vomissements. En général, les patients, hein, des fois, ils ont les urgences de médecine. Pensent que c'est des signes, en fait, gastriques. Mais c'est la douleur parce que c'est le nerf vagal. Et quand vous touchez au globe, vous allez trouver comme une pierre. C'est vraiment très douloureux. Vous pouvez même pas placer le verre pour vers la gonio. Quand on vous dit on examine l'angle iridocornéen, c'est après la crise, pas avec un globe très douloureux. Et quand vous examinez l'autre œil, vous allez trouver les signes de prédisposition, c'est-à-dire une chambre étroite, un angle qui est étroit, d'accord? Un patient qui est hypermétrope. Donc, vous allez dire que c'est une crise de fermeture de l'angle primitive. Parce que ça existe, les crises de fermeture de l'angle secondaire. Par exemple, quand il y a une tumeur derrière ou quand il y a un problème ou quelque chose pousse contre l'iris, on appelle ça une crise de fermeture de l'angle secondaire. Mais quand c'est dû à la prédisposition anatomique, on appelle une crise de fermeture de l'angle primitive. Est-ce que c'est clair ou que je répète? Alors, on a des signes d'inflammation dans le vide, signes de Tyndall, si on donne à la c'est bon. Est-ce qu'il y a un cercle périkératique d'angle glaucome par fermeture de l'angle? Oui, il y a un cercle périkératique. Pour les brûlures, on utilise une antibiotique thérapie locale, oui. Les indications de la gonioscopie, c'est quand normalement la gonioscopie, ça fait partie d'un examen systématique et méthodique en ophtalmologie. Ça fait partie d'examen. Il faut examiner l'angle iridocornéen quand on veut faire un examen complet. Quand on veut faire un examen complet, on commence par la réfraction, d'accord, l'acuité visuelle, on corrige le malade, on donne ses lunettes. Et après, on examine le segment antérieur, l'angle iridocornéen, la gonioscopie, avant de dilater le malade. Parce qu'enfin, on dilate le malade, la périphérie aérienne va cacher un peu les structures de l'angle. Donc, avant de le dilater, on examine l'angle. C'est ça la gonioscopie. On prend le tonus oculaire et deux méthodes, l'aplanation ou l'air pulsé. Et après, on dilate le malade pour examiner le segment postérieur. Donc, la gonioscopie, ça fait partie de l'examen clinique, mais surtout quand on suspecte un glaucome. Quand on suspecte un glaucome, ça devient obligatoire d'examiner l'angle iridocornéen. Les verres, là, nous permettent de voir les couches des tuniques ou seulement les aspects. J'arrive pas à comprendre quelle est l'étendue de notre vision à la lampe à fente et sévère. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de la pratique, de voir de quoi il s'agit. Alors, le segment antérieur, la lampe à fente, on examine vraiment avec agrandissement les structures des segments antérieurs. Le verre radar, on voit la rétine parce que voilà, regardez, quand on place le verre comme ça, d'accord, on va examiner surtout la rétine. On ne peut pas examiner la choroïde, on ne peut pas la voir parce que c'est caché par la rétine. Il y a la rétine, il y a la choroïde au milieu et puis il y a la sclère. D'accord? Sauf s'il y a une plaie ou il y a une déchirure, on peut voir ce qui est derrière. Mais quand on pose le verre, on va examiner surtout la rétine. D'accord? Donc la moyenne périphérie de la rétine, l'extrême périphérie de la rétine et le centre, c'est le fond de l'œil en fait, c'est ça. C'est la partie centrale. OK? Comment les médiatiques peuvent être un facteur de risque d'un glaucome à angle fermé? En même temps, ils peuvent prévenir des synéchies en cas de vide, alors que les synéchies elles-mêmes peuvent causer une hypertonie intraoculaire. Oui, côté comme les médiatiques sont un facteur de risque quand il y a une prédisposition anatomique. Et pas tout le temps, hein, mais à chaque fois qu'on met une goutte de médiatique chez quelqu'un qui est hypermétrope, il va faire une crise de GFA. C'est juste un facteur de risque. Un facteur de risque ne veut pas dire que à 100% on aura la crise. Ça prédispose. Ah, voilà. Et en cas de vide, effectivement, quand le patient il vient en crise d'inflammation, si on ne met pas les médiatiques, les sénéchies vont se former en myosis. D'accord? Donc, on va garder le jeu pupillaire avec dilatation myosis avec les médiatiques. On ne donne pas généralement l'atropine parce que l'atropine, elle donne une dilatation qui va durer dans le temps. Et on peut avoir des sénéchies en dilatation. Donc, on évite de donner ces médiatiques c'est de l'atropine en crise. On donne juste du médriaticum 2 à 3 fois par jour pour garder un peu le jeu pupillaire pour éviter la formation des cellules. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, les modalités de traitement de la rétinopathie diabétique proliférante et non proliférante. Ah, c'est une bonne question aussi. Alors, en matière à votre niveau,
C'est vrai, c'est bien de lire un peu la classification de la rétinopathie diabétique, mais il faut connaître une chose. Le traitement au laser, c'est pour la rétinopathie diabétique proliférante, parce que le diabète touche la rétine et ça passe par des stades. On a le stade de non-prolifération, après le stade de prolifération. La non-prolifération aussi fait la non-prolifération minime, modérée et sévère. Et la prolifération fait un minime, modéré et sévère et compliqué. OK? Donc, la rétinopathie diabétique non proliférante minime, on a juste quelques micro-anévrismes ou des hémorragies vraiment très, très localisées. Il faut aussi faire la différence entre un œdème maculaire et la rétinopathie diabétique. Qu'est l'œdème maculaire diabétique ou qu'est la rétinopathie diabétique? Le traitement est différent. Parce que le traitement de la rétinopathie diabétique proliférante, c'est la PPR, la photocoagulation rétinienne, c'est le traitement, ce qu'on appelle le traitement au laser. Et le traitement de l'œdème maculaire diabétique, c'est les anti-VEGF. C'est des injections intraoculaires d'anti-VEGF qui vont stopper la prolifération, d'accord, de néovaisseaux et en fait de l'œdème maculaire aussi. هذا واش لازم تعرفوا في la rétinopathie diabétique. On traite la rétinopathie diabétique proliférante avec le laser. La non proliférante, il suffit juste de faire un équilibre glycémique et des autres facteurs de risque. Si le patient est hypertendu, s'il y a une dyslipidémie, s'il est cardiaque, il faut traiter tous les facteurs de risque. Le laser, la rétinopathie diabétique proliférante, qui coule des vaisseaux. Parce que la pré-prolifération, il y a une ischémie rétinienne due au diabète. Quand il y a une ischémie rétinienne, il y a une sécrétion de facteurs de croissance vasculaire. Les facteurs de croissance vont entraîner la formation de nouveaux vaisseaux. Et c'est à ce moment-là qu'on commence les dégâts de la rétinopathie diabétique. Des fois, on commence le laser au stade de pré-prolifération quand il y a vraiment des facteurs de risque. Par exemple, un œil monophthale, il ne voit pas avec l'autre œil, donc on ne va pas attendre la prolifération, on commence le laser. Une femme enceinte, un patient qui habite loin, qui ne peut pas revenir pour ses contrôles. D'accord? La rétinopathie diabétique type 1, elle est plus sévère que la rétinopathie diabétique type 2. Voilà, là, c'est tout un cours. Et si vous voulez, demain, on va faire une autre séance. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, on va poser, j'essaierai de répondre aussi à vos questions. Quoi d'autre? Alors, parce qu'un cycloplégique prouvé de médriase, examen vers 3 moyens, c'est en contact de l'œil, contrairement au fond d'œil. Exactement. Le verre Hada, il va être en contact avec la cornée. D'accord? Le verre à 3 miroirs, on le pose directement sur la cornée. Ah ben, on met un visqueux et on le pose directement. Contrairement à la lentille de Volk, la lentille non contact. D'accord? À distance comme ça, on examine. Alors, quoi d'autre? Quel est l'intérêt de cycloplégique dans le cas de cyclodialyse? En fait, c'est pour éviter l'aggravation, premièrement, et pour soulager la douleur aussi, pour entraîner un peu un spasme du corps ciliaire. Euh, pour lever le spasme du corps ciliaire. Qu'est-ce qu'un facodé peut causer Alors, en matière de traumatisme, on parle de facodonésis ou là de iridodonésis. Le cristallin, alors je vais mettre le cristallin, il est lié, quand j'enlève l'iris, il y a directement les cristallins. Il est lié au corps ciliaire qu'on a à travers des fibres zonulaires. Quand il y a un traumatisme, des fois, il y a une rupture des fibres zonulaires hindou qui vont lier le cristallin au ciliaire. Donc, c'est sur 360 degrés, comme ça. D'accord? Le cristallin, il est attaché au corps ciliaire, avec le corps ciliaire, à travers des fibres zonulaires sur 360 degrés. En cas de traumatisme, il y a une rupture des fibres zonulaires. Oui, c'est cela. Le cristallin, il va bouger comme ça. On appelle ça phacodonésis. D'accord? Et quand le cristallin, il bouge, ça va faire bouger aussi l'iris. Quand l'iris, il bouge comme ça, quand on examine, on trouve quand le patient, il fait des mouvements avec, d'accord, quand il bouge son œil, l'iris aussi, il bouge parce qu'il a perdu le support cristallinien derrière. On appelle ça iridodonésis. Et phacodonésis, phaco, ben, t'as tout ce qui est lié au cristallin. Phacodonésis, c'est un cristallin qui n'est pas stable parce qu'il a perdu ses fibres zonulaires. Lors d'une crise de GFA, est-ce qu'il y a une pression
en postérieur contre la rétine et le cristallin. Oui, bien sûr, quand la pression, elle augmente au niveau de la chambre postérieure, ça va augmenter la pression aussi. Il est où le vitré? Ça va augmenter la pression au niveau du corps vitré. Donc, toute la pression à l'intérieur du globe va augmenter. Et ça va, des fois, parce que pourquoi c'est urgent la crise de GFA? Une crise, le nerf optique, il ne pourra pas tolérer une pression à 60 millimètres de mercure ou 80 millimètres de mercure. Donc, les fibres optiques qui sont superficielles à Naya vont souffrir très, très rapidement et ça va entraîner des fois une cécité à cause de la souffrance du nerf optique. Alors, quoi d'autre? Comment on peut faire la différence entre une rétinopathie diabétique et une rétinopathie hypertensive au niveau du fond d'œil? Le signe principal qui fait la différence, c'est les cotules, pardon, les nodules cotonneux. D'accord? Les nodules cotonneux, c'est beaucoup plus, on les trouve en matière de rétinopathie diabétique, de rétinopathie hypertensive. Je pense que ça va s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi ça m'envoie un message. Alors, si on s'arrête, on va reprendre. Alors, comment on traite la rétinopathie diabétique non proliférante sévère? Tout dépend du patient. Il y a des patients où ils commencent le traitement au laser, peut-être comme un patient monophthal, par exemple, un patient qui n'est pas bien équilibré, qu'on voit qu'il va proliférer rapidement, qu'il va passer directement vers la rétinopathie diabétique proliférante, chez une femme enceinte, d'accord, un patient qui habite loin, qui ne peut pas revenir pour ses contrôles, on peut commencer le traitement au laser. Voilà, la proliférante, il faut commencer le laser. Dès que vous trouvez un nouveau vaisseau, il faut commencer la PPR. Que ce soit un nouveau vaisseau sur le nerf optique, on appelle ça une rétinopathie, une prolifération pré-papillaire, ou là, des nouveaux vaisseaux pré-rétiniens, au niveau de la rétine ou là, au niveau du nerf optique, de la tête du nerf optique. Est-ce qu'on peut faire une révision avec des iconographies de main, docteur, surtout ceux de fond d'œil? Ils sont assez difficiles. Oui, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Par exemple, qu'est-ce que vous proposez? On fait la rétinopathie diabétique. Parce que de la séance de révision, c'est surtout pour vous préparer à l'examen pratique. On ne va pas vous montrer des images de fond d'œil on est pour l'examen pratique. Ça sera surtout des questions des urgences, de l'anatomie, des vis de réfraction et tout ça. Mais on peut faire ça, bien sûr. Vous me proposez juste quelque chose et je peux vous expliquer. Si vous êtes intéressé par l'examen du fond d'œil, il n'y a pas de souci en matière de glaucome, de rétinopathie diabétique, hypertensive, on peut faire ça. Que faire devant une kératite aiguë? Est-ce qu'on traite par un traitement probabiliste ou on réalise des sérologies pour s'orienter si c'est viral ou bactérien? Non, sur le plan pratique, on ne fait jamais ça. Il y a des signes qui nous orientent vers l'atteinte virale, il y a des signes qui nous orientent vers l'atteinte bactérienne. Alors, déjà, quand vous avez une kératite, c'est-à-dire une atteinte de la cornée, ça peut être sous forme d'un ulcère, par exemple un ulcère par un coup d'angle. Quelqu'un qui vous touche la cornée comme ça, avec un coup d'angle, vous allez avoir une ulcération qui n'est pas infectée. C'est juste, et comment confirmer l'atteinte de la cornée, on fait un test avec de la fluorine colorant. Quand on met à l'intérieur de l'œil, ça va colorer tout défect épithélial, c'est-à-dire la cornée. Quand ça perd une partie de l'épithélium, parce que la cornée fait à des couches, à la belle, il y a l'épithélium, il y a le stroma, il y a l'endothélium à l'intérieur. La couche superficielle, c'est l'épithélium. Quand il y a une perte de l'épithélium, quand on met le colorant, ça prend une coloration verdâtre. D'accord? Donc, avec la lumière bleue, vous allez avoir une coloration verdâtre. Une cornée intacte ne prend pas le colorant. L'ulcère de cornée, en général, on le traite avec des antibiotiques, collyre et pommade, et avec des larmes artificielles, des mouillants. Maintenant, quand il y a une kératite, par exemple, infectieuse, c'est-à-dire il y a un abcès de cornée. L'abcès de cornée, ça ne peut pas être viral. D'accord? L'abcès de cornée, c'est soit bactérien, d'accord? Soit fongique, soit amibien. On fait, avant de commencer le traitement, il faut faire un prélèvement. Prendre un écouvillon comme ça, d'accord? Et prendre un prélèvement au niveau des bords de l'ulcère et au niveau du fond de l'ulcère, de l'abcès, et l'envoyer en microbiologie pour une étude. Allez, le premier geste avant de commencer l'antibiothérapie. Oui, en cas d'abcès de cornée, il faut faire des prélèvements. D'accord? Mais en cas d'ulcère comme ça, post-traumatique par exemple, on ne fait pas de prélèvement. Sauf quand ça ne répond pas, ça s'aggrave, c'est-à-dire ça s'infecte avec le temps, on fait un prélèvement. Mais on ne fait pas des sérologies, non, pas de sérologie. C'est quoi la différence entre un œdème pupillaire et papillaire?
Il faut faire la différence entre la pupille et la papille. D'accord? La pupille, c'est ça. La pupille, c'est had. L'ouverture au niveau de l'iris. C'est ça la pupille. La papille, c'est ça. D'accord? Donc, en 3D, ça donne un peu ça. Regardez à l'intérieur, c'est la tête du nerf optique. Hadi à la papille. Un œdème papillaire parce que la papille, elle a une certaine forme. Donc, quand on examine le fond de l'œil, donc on examine la papille, bien sûr. C'est un disque qui a une petite excavation au centre, de couleur orangée rosée, et au centre, c'est un peu blanchâtre, c'est l'excavation. La papille, la couleur orangée rosée, hadi, c'est dû, c'est واش فيها les fibres optiques, comme les fibres optiques qui viennent de la rétine vers le nerf optique. D'accord? Et au centre, il n'y a pas de fibre optique. Là, c'est le passage de l'artère et de la veine centrale de la rétine. Donc, quand on fait la différence entre un œdème papillaire et maculaire, l'œdème papillaire fait des stades un, 2, 3. Le stade un, c'est juste une hyperémie papillaire, c'est-à-dire la couleur de la papille elle est plus rouge. C'est une hyperémie, on parle d'une hyperémie papillaire. Le stade 2, il y a un flou des bords, c'est-à-dire on ne voit pas vraiment le disque. C'est un peu flou, la papille, elle perd la forme de ses bords, c'est l'œdème papillaire stade 2. Mais l'œdème maculaire, c'est autre chose. C'est un œdème au niveau du centre de la rétine, de la macula. C'est un épaississement de la centre de la rétine qui est la macula et qui peut s'accompagner avec des exudats, des points jaunâtres. Comme ça signe un œdème maculaire. L'œdème maculaire en général, on le voit surtout quand il y a une rétinopathie diabétique. Mais c'est deux choses différentes. On peut avoir un patient avec un œdème maculaire sans qu'il y ait vraiment de signes de rétinopathie diabétique sévère. Mais quand il y a une rétinopathie diabétique, en général, qu'il y a un œdème maculaire. D'accord? Bien qu'on ait une rétinopathie diabétique non proliférante minime, on peut avoir une macula saine, sans œdème maculaire. La rétinopathie diabétique, c'est surtout des phénomènes d'occlusion ischémique. Mais l'œdème maculaire, c'est surtout des phénomènes d'altération vasculaire et de diffusion. D'accord? C'est un œdème. Le centre, en général, c'est un problème vasculaire d'altération des vaisseaux. D'accord? Donc, extravasation du contenu des vaisseaux au niveau de la rétine. C'est ça l'œdème. Mais au niveau périphérique, la rétinopathie, c'est une ischémie, c'est une occlusion des vaisseaux. D'accord? C'est deux phénomènes un peu différents. J'essaie un peu de simplifier les choses. J'espère que c'est un peu clair. Quoi d'autre? Ah oui, je suis en train d'enregistrer en principe. J'espère qu'il n'y a pas de problème et je vais la mettre en ligne ce soir. Pourquoi les corticoïdes sont contre-indiqués pour tout ce qui est cornée? Oui, à votre niveau, c'est contre-indiqué parce que vous ne pouvez pas vraiment savoir est-ce que l'ulcère il est lié à l'herpès ou pas. Mais il faut savoir que certains cas de kératite herpétique, à notre niveau comme ophtalmo, on peut donner des corticoïdes quand il y a une atteinte stromale. Mais il faut retenir, Thomas, quand il y a une atteinte cornéenne, herpétique, les corticoïdes sont contre-indiqués. À votre niveau, oui. Quand il y a un ulcère de cornée d'origine herpétique, on donne pas les corticoïdes. كيفاش تعرفوا c'est herpétique? Bien sûr, avec la fluorécéine. Quand on met une goutte de fluorécéine, on va trouver une ulcération sous forme de dendrite. Ça signe une atteinte épithéliale herpétique. L'atteinte, c'est une contre-indication corticoïde. Voilà, parce que ça va aggraver l'ulcération, ça va donner un ulcère plus géant qui s'appelle ulcération en cardiographique. OK? Mais les autres kératites, en général, on peut donner les corticoïdes pour minimiser un peu les dégâts sur la cornée. La seule contre-indication, c'est la kératite herpétique. Donc, on trouve pas de nodules cotonneux dans la rétinopathie hypertensive? Si, si, on trouve des nodules cotonneux, mais ils sont plus importants que la rétinopathie hypertensive que la rétinopathie diabétique. Parce que c'est un signe d'ischémie par oblitération des artérioles, normalement, c'est ça. C'est ça le mécanisme des nodules cotonneux. En fait, c'est une petite ischémie au niveau de la fibre, de la couche des fibres optiques. Est-ce que pour le derme maculaire, on traite par laser d'emblée ou c'est par des injections? Non, actuellement, le traitement de l'œdème maculaire diabétique, c'est les injections d'anti-VEGF, mais j'ai deux VEGF.
VEGF, c'est l'abréviation de Vascular Endothelium Growth Factor, le facteur de prolifération endothéliale vasculaire. D'accord? Donc, le facteur هذا, il est sécrété par la rétine quand elle est ischémique. Maintenant, on injecte des anti-VEGF pour stopper ce facteur-là. C'est le traitement, le gold standard de traitement de l'œdème maculaire diabétique. Le laser sur la macula est contre-indiqué. Oui, on peut dire ça à votre niveau, oui. On ne peut pas laseriser la macula.